à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, de l'espace au fond marin, ces univers sont littéralement infinis. Voyage en terre de vulgarisation scientifique avec l'animateur de la chaîne Balade Mentale, c'est notre focus influenceur du jour. Il a une idée derrière la tech, c'est un peu mon influenceur à moi, c'est Gaël Musquet. Hello Gaël. Hello. Et aujourd'hui tu vas nous parler d'un standard qui évidemment a complètement changé nos vies, les a connectés encore plus, c'est le Wireless Fidelity, c'est le Wi-Fi. Tout à fait, dans la pyramide de Maslow du numérique sur les besoins fondamentaux, après l'USB qu'on a traité sur la précédente émission, on parlera de ce protocole qui ne cesse de nous connecter et nous étonner. Il nous connecte, il nous étonne, ça tombe bien parce que ça connecte aussi beaucoup les ados et ça fait partie de notre question du jour parce qu'on va parler aujourd'hui de l'entrée en classe de 6e. C'est un véritable saut quantique pour les écoliers qui deviennent collégiens d'un coup d'un seul. Alors pour les accompagner, l'association Internet sans crainte lance une initiative inédite, un hashtag bienvenue les 6e, un hashtag oui, mais qu'on a envie de reprendre comme un cri de ralliement ici avec nos invités aujourd'hui. Axel Dessein, vous êtes la directrice générale d'Internet sans crainte, bonjour à vous. Et puis en duplex, Julie Lafort, vous êtes parent d'élèves, Julie, vous êtes aussi productrice et votre fils Ernest vient de rentrer en 6e, on va en parler ensemble, bonjour. Bonjour. Mais d'abord, focus. Et c'est un cabinet de curiosité à ciel ouvert sur YouTube qu'on vous propose d'explorer aujourd'hui. Un cabinet de curiosité qui va sonder les mystères de l'univers ou encore le tréfonds des océans, qui est à l'aise d'ailleurs, comme un poisson dans l'eau de la vulgarisation scientifique. Et bien c'est justement le créateur de cette chaîne, Théo Drieux, qui nous emmène en balade mentale. Édouard Degnaud prend les chemins de traverse pour le suivre tout de suite. C'est le youtubeur parfait pour donner des réponses aux curieux. Balade Mentale est un petit ovni sur YouTube, une chaîne de vulgarisation qui s'intéresse aussi bien à l'espace qu'à la poésie, à la philosophie qu'à la science. À sa tête, Théo Drieux. Après avoir travaillé comme médiateur scientifique au Centre de culture scientifique de l'École des Mines de Saint-Étienne, il se lance dans l'aventure YouTube en 2015. Son objectif est clair, rendre accessible la science au plus grand nombre en l'abordant de façon ludique et décalée. Pas étonnant que la devise de Balade Mentale soit la suivante: la culture, c'est comme les parachutes, quand on n'en a pas, on s'écrase. Après, c'est aussi comme la confiture. Il explore des thèmes tels que les bienfaits de la sieste, les formes de galaxies dans l'univers ou encore les continents perdus des abysses. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener de l'autre côté du miroir, à la découverte de bouts de terre qui sont retournés sous les mers, de continents mornés, de milliers d'îles qui ont fini par couler, de longues chaînes de montagnes perdues, à jamais dissimulées et noyées. Et pour lancer cette plongée à la rencontre de ces mondes engloutis, commençons par nous intéresser à ce que l'on trouve dans le plus grand des océans du globe, le Pacifique, où l'on a débusqué la plus grande structure immergée de notre planète. Un continent qui a littéralement fini par couler, il y a de cela quelques 80 millions d'années, après s'être détaché des ancêtres de l'Australie et de l'Antarctique. Et avec 700 000 abonnés et plus de 62 millions de vues, Balade Mentale s'est clairement imposé comme l'un des vulgarisateurs de référence sur YouTube. Et avec la multitude de thèmes abordés, c'est la chaîne idéale pour enrichir sa culture générale pendant l'été. Et voilà pour notre influenceur de la semaine. On va parler dans un instant de l'entrée en 6e avec nos invités Axel Dessein, directrice générale d'Internet sans crainte, et Julie Lafort. Julie, vous êtes parent d'élèves, je le rappelle, parce que, encore une fois, c'est un véritable saut quantique. On ouvre notre talk et questions du jour tout de suite. Et ça y est, plus de 3 440 000 collégiens viennent de faire leur entrée il y a quelques jours. Parmi eux, certains ont vécu un changement fondamental. La génération 2011 qui fait son entrée en classe de 6e. Et c'est un véritable bouleversement. J'ai envie de démarrer avec vous, Julie, parce que vous avez accompagné un de ces nouveaux entrants en 6e. C'est Ernest, votre fils. Concrètement, ça s'est passé comment ? Ça s'est très bien passé, mais en effet, c'est un gros enjeu émotionnel en fait, et puis bien sûr d'éducation en tant que parent pour accompagner un enfant dans ce qu'il gagne d'autonomie et les habitudes, les réflexes qu'il doit prendre pour pouvoir gérer son temps
au centre duquel les écrans représentent aussi un désir et un enjeu très fort pour cette génération, je crois. Oui, absolument. Et justement, on va en parler avec vous également, Axel, puisque pour justement accompagner ces enfants vers leur autonomie numérique, vous lancez un hashtag. C'est même plus qu'un hashtag. Ça s'appelle Bienvenue les 6e, mais ce sont aussi des kits pratiques et pédagogiques gratuits pour les parents, pour les enseignants, des ressources disponibles en ligne, aussi en version papier. On verra tout à l'heure que plusieurs académies vous accompagnent, son partenaire, l'Éducation nationale aussi. Mais d'abord, l'idée de départ, c'était quoi? C'était de prendre le contre-pied d'un hashtag qui a fait malheureusement beaucoup parler de lui. C'était à la rentrée dernière. Le hashtag anti-2010, qui a semé non seulement une vraie controverse et aussi qui a provoqué beaucoup de problématiques pour ces enfants qui entraient en 6e à la rentrée dernière. Anti-2010, on rappelle que ce hashtag avait été notamment popularisé sur TikTok, Twitter ou encore Instagram. TikTok qui avait d'ailleurs décidé de supprimer ce hashtag quelques jours après le début de la rentrée scolaire. Qu'est-ce qu'on a envie de dire cette fois-ci à la génération 2011 qui arrive? Qu'on les aime? On leur dit bienvenue. Exactement, c'était le parti pris. L'année dernière, ce hashtag anti-2010 a fait peur quand même à beaucoup de collégiens, à beaucoup de parents, et surtout a de nouveau mis sur le devant de la scène le numérique, les pratiques du numérique des jeunes, avec un angle très négatif, très anxiogène, qui n'est pas propice en fait au dialogue, à la prévention, mais plutôt à l'interdiction, au contrôle. Donc, nous, on a envie de prendre les devants et dire justement, bienvenue les 6e, et hashtag bienvenue les 6e, pour dire qu'on allait s'intéresser à leurs pratiques numériques, qu'effectivement, comme le disait Julie, l'entrée en 6e, c'est un vrai cap dans la vie d'un enfant, de ses parents aussi. Je crois qu'il y a toujours un petit stress, une vraie émotion, c'est ce que disait Julie également. Mais c'est un tournant aussi dans sa vie numérique. N'attendons pas le premier fait divers, n'attendons pas le premier cas de cyberharcèlement, prenons les devants dès la rentrée, aidons-les à adopter les bons réflexes numériques à l'école et à la maison aussi. C'est important, Gaëlle, de dire aussi aux enfants, à la fois aux parents et aux enseignants, qu'on est là pour les accompagner, qu'on est là pour les accueillir et essayer finalement de voir pour une fois le verre à moitié plein. Exactement, moi c'était réunion de famille à la rentrée, alors lui il passe en seconde, bienvenue les secondes. Mais du coup, ça s'accompagne aussi de discussions qu'on n'a pas forcément en 6e, de nouvelles libertés. Et donc j'en ai profité évidemment en tant que papa, avec ma compagne, de pouvoir en fait discuter avec eux de leur approche sur cette rentrée, ce qu'ils voulaient comme liberté, ce qu'ils estimaient être injuste parfois en matière de contrôle, de respect aussi de leur vie privée, de leur intimité. Et c'est très important qu'on soit là, évidemment, à chaque étape de leur scolarité pour ces sujets et qu'on puisse en discuter en famille. Oui, chaque étape, parce que l'étape à laquelle, justement, vont être soumis ces enfants, c'est celle de la puberté numérique. Alors, on va y revenir avec vous, Axel, notamment parce qu'on rappelle qu'il y a un baromètre, notamment de l'IFOP pour Kaspersky, qui nous redonne des clés. 87% des enfants de 11 ans ont un smartphone. Ça, c'est de l'acquis. L'enquête Génération Numérique aussi 2022 précise que la vie sociale s'intensifie pour eux en ligne. 76% des collégiens ont au moins un compte sur les réseaux sociaux. C'est un vrai changement dans la vie de ces préados. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de puberté numérique pleine et entière? C'est vrai qu'on a choisi ce terme, on a osé parler de puberté numérique parce qu'effectivement la puberté c'est le changement qui se passe dans le corps d'abord de l'enfant qui devient adolescent, mais aussi c'est un changement d'état d'esprit, et on parle de puberté numérique parce qu'on voulait vraiment dire que c'est un gros changement dans les pratiques. Alors, les chiffres le disent, c'est vrai qu'ils sont souvent de plus en plus équipés de smartphones, même avant l'entrée au collège, mais l'entrée au collège, ça va vraiment être la généralisation du smartphone, l'utilisation davantage en autonomie. Parfois, le smartphone, ils l'ont plus tôt, mais ils l'utilisent que chez eux avec le Wi-Fi, là, il va s'utiliser dehors. La vie sociale va aussi exploser sur les réseaux sociaux. La tentation, alors que les réseaux sociaux, on le rappelle, sont interdits aux moins de 13 ans, la tentation d'y être pour pouvoir retrouver ses amis, être comme les autres. Et puis, il y a aussi le phénomène que les petites moqueries de début d'année, dont les 6e sont parfois victimes, si on n'est pas attentif, peuvent devenir du harcèlement, du cyberharcèlement, en tout cas se poursuivre sur les réseaux. Donc il y a des vrais points d'attention à prendre en compte au moment de l'entrée au collège. Mieux vaut prévenir que guérir. Julie, justement, est-ce que Ernest est déjà équipé avec un smartphone? Est-ce que vous savez d'abord s'il y a des comptes aussi sur les réseaux sociaux? Peut-être que vous l'accompagnez aussi sur ce début d'adolescence numérique.
Oui, bien sûr. Et puis c'est vrai que dans le cas d'Ernest, ça a été une gestion. On a dû avoir en tant que parent une gestion particulière des écrans parce qu'Ernest a un tempérament très intempestif, qui est donc facilement flatté par le recours aux jeux, le recours aux écrans. Donc il a une sensibilité qui l'a rendu très vite. Avec un rapport que nous, on a qualifié d'addictif, en fait, aux écrans. Donc, on a eu une condition très stricte, en fait. Et pendant plusieurs années, on lui a carrément interdit l'accès aux jeux, ce qui a représenté donc une préoccupation majeure pour lui et pour nous. Et progressivement, on a réintégré, en fait, un accès aux écrans mais qui est très restrictif en fait et très accompagné. Après, la difficulté qu'on rencontre en tant que parent, c'est d'arriver à trouver un temps de disponibilité suffisant pour assurer cet accompagnement de manière satisfaisante pour lui et pour nous aussi. Oui, et puis j'imagine que vous pouvez être tout le temps avec Ernest ou à côté d'Ernest ou en train de vérifier ce que Ernest fait sur ses écrans lorsqu'il a en effet avec vous ce temps négocié d'écran. Mais ça veut dire quoi, si je vous entends bien Julie, qu'il a fallu finalement un peu sevrer finalement votre fils avec les écrans, essayer de l'aider, de l'accompagner à avoir une consommation plus raisonnée, plus raisonnable, et tout en lui expliquant pourquoi c'était important pour lui? Exactement, oui, c'est vraiment la sensation qu'on a eue d'un besoin de sevrage en fait. Et quand même, on a pu constater très vite, de manière assez immédiate, qu'il a retrouvé par ce sevrage une sérénité et une disponibilité à pour envisager d'autres activités, d'autres raisonnements. Et ses résultats scolaires aussi s'en sont fait ressentir. Après, lui, il est aussi rentré très vite dans une forme de négociation pour pouvoir avoir de nouveau accès aux écrans et aux activités numériques qu'il apprécie. Donc, on est rentré aussi assez vite dans un jeu de récompense, de sevrage récompense. Mais moi, ça m'a permis de comprendre aussi toute la dimension de dopamine qui rentre en fonction, en fait, dans ce rapport aux écrans. Et ça va, vous arriver à tenir quand même sur la longueur? Parce que parfois, négocier, c'est pas forcément évident, Axel. On se rend bien compte que oui, les parents doivent mettre en place de nouvelles stratégies d'accompagnement de leurs enfants pour essayer, là aussi, de les faire progresser sur cette question de l'habitude aux écrans. Comment est-ce que, justement, on essaie d'aller moins avoir recours à cet écran-là et plus peut-être à la conversation dans la vraie vie ou la socialisation avec les amis. Mais on est toujours en position de négocier ou on peut essayer d'aborder d'autres stratégies? C'est vrai que c'est un bon levier de négociation aujourd'hui, les écrans, hein, puisque c'est tellement attractif que les jeunes en jouent et les parents peuvent aussi se servir de ça pour que les devoirs soient faits, que certaines tâches soient faites à la maison, et là, les écrans arrivent en récompense. Et c'est pas forcément négatif. Nous, c'est vrai qu'on prône le dialogue, on parle d'accompagnement, de prévention, parce que justement, au moment où ça devient un sujet de tension, c'est beaucoup plus difficile de transmettre et des bonnes pratiques et de se faire entendre, surtout dans l'entrée dans l'adolescence, où on sait que c'est le moment où l'enfant va tester ses limites par rapport à l'adulte, et reçoit beaucoup moins tout ce qui peut ressembler à des règles. Donc, là, dans le cadre de Bienvenue les 6e, c'est pour ça qu'on a créé aussi un kit famille, pour que ce soit un support de discussion, en fait, qu'on puisse aborder ce sujet, qu'on puisse aussi partager ces pratiques, pour pouvoir ensuite accompagner les jeunes, parce que c'est essentiel. Il y a plein de choses qu'ils ne connaissent pas, et que ce soit ce qu'on a le droit de faire, de publier ou non, de partager, quels sont les bons réflexes pour sa propre protection. Ils n'ont pas ces connaissances innées. Cet accompagnement, il est nécessaire, mais il ne peut marcher que dans un climat de dialogue et pas justement de tension, de chantage, de négociation ou de punition, en fait. Le dialogue et la négo, tu arrives à tenir? Comme pour les catastrophes naturelles, la prévention, c'est malheureusement souvent le parent pauvre de la gestion de crise. Mais ces actions de prévention permettent d'éviter justement les crises. Moi, je me retrouve aujourd'hui avec des parents qui sont dépassés
par certains enfants en fin de collège, parce que ce sont les enfants eux-mêmes qui ont créé leur propre compte sur les réseaux sociaux avec de faux âges, avec des usages sur des réseaux sur lesquels les parents ne sont pas, donc sur lesquels ils n'ont pas de visibilité sur ce que postent ces enfants, et sur lesquels il est très difficile encore aujourd'hui de désactiver ces comptes. Moi, j'ai des enfants qui installent et désinstallent les applications pour que les parents, au moment du contrôle du téléphone ou de la tablette, ne se rendent pas compte de l'historique des conversations. Donc ce sont toutes ces mauvaises pratiques et ces observations qui me permettent d'aller parfois discuter en tant que tiers neutre sur cette question et de ne pas être dans le conflit familial et d'accompagner ces jeunes sur des bonnes pratiques d'hygiène numérique qu'on rappelle un peu de temps en temps ici. Et c'est très important que ces ressources soient mises à disposition le plus tôt possible pour que les parents aient toutes les ressources pour pouvoir faire face à ce type de dérive. Julie, est-ce que vous voulez qu'on vous prête Gaël Musquet pour aller tester justement la consommation d'écran d'Ernest ? Volontiers. Je prends tous les conseils. Et justement, en parlant de conseils, est-ce que les conseils pratiques que vous avez retrouvés dans le kit famille de Bienvenue les 6e vous ont permis, dès le début de l'année, alors début de l'année, on le rappelle, c'était il y a une dizaine de jours seulement, mais vous ont permis justement de pouvoir commencer à installer cette discussion avec Ernest, redonner aussi des bonnes bases. On est à la rentrée, c'est le moment ou jamais pour pouvoir les instaurer, ces bases-là. Tout à fait, oui, bien sûr. Donc, j'avais déjà entendu parler d'Internet sans crainte et en fait, le site m'a été recommandé en particulier par une psychologue que j'ai consultée juste avant l'été. Et donc, j'ai été très soulagée de pouvoir trouver en ligne toutes ces ressources et tous les conseils donnés par Internet sans crainte qui sont très pragmatiques et très en compréhension. Enfin, on se sent tout à fait compris en tant que parent et avec un accès à des outils très, très pratiques et très fonctionnels immédiatement. Et les premières interrogations, les premières questions que vous aviez justement sur cette question de Bienvenue les 6e, c'était lesquelles ? Si Axel avait été devant vous, vous lui auriez posé quelles questions concrètement ? Alors, clairement, en fait, ce que je trouve très précieux dans Internet sans crainte, c'est la qualité des conseils qui permettent d'orienter une discussion avec son enfant, de pouvoir se rappeler les points importants et centraux autour desquels cette conversation peut s'animer. Et les questions que je lui aurais posées, c'est en effet clairement... en fait, ce que je trouve délicat, c'est d'arriver à trouver un mode de communication qui permette à l'enfant de se sentir compris dans sa maturité, la maturité qu'il est en train d'acquérir, l'autonomie à laquelle il aspire, et de pouvoir traiter en fait son sens des responsabilités, mais tout en lui faisant accepter des restrictions à un moment où il se sent un peu maître du monde, d'être le plus grand des classes de primaire et avec une nouvelle liberté qu'il va pouvoir connaître au collège. Ouais, mais vous avez absolument raison. L'entrée en 6e, c'est un peu le voyage de Gulliver, c'est-à-dire que et le voyage de Gulliver au pays des écrans en plus désormais. Donc c'est vraiment ce tournant, ce virage à négocier qui parfois est compliqué. C'est très intéressant quand on vous écoute, Julie, et Axel avait envie de dire drop the mic à un moment. Voilà, au moins les conseils qu'on peut justement dispenser dans Bienvenue les 6e, notamment pour le kit parents, ils servent, ils sont très pragmatiques et là aussi ça permet d'accompagner au fur et à mesure. Oui, alors c'est vrai, ça fait plaisir à entendre de voir que ce qu'on propose répond à un besoin, aide les parents à rentrer dans le dialogue, parce que nous, c'est vraiment ce qu'on vient chercher. On n'est pas là pour dire qu'il n'y a qu'une seule manière de faire, mais on essaie de donner des choses très concrètes, accessibles, où tout parent peut se retrouver. Mais Julie évoque un point important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'était rencontrés autour d'une étude qui pointait ce sujet-là, les enfants n'ont pas forcément confiance dans les adultes autour d'eux, que ce soit les parents ou les enseignants, pour évoquer les questions du numérique. Ils ont tendance à les cacher. Alors ils les cachent aussi, comme vous l'évoquiez, parce que ils ont peur peut-être qu'on leur interdise, qu'on les prive de telle activité. Donc il y a besoin de renouer ce dialogue. Il y a besoin, c'est même essentiel, surtout s'ils rencontrent des problèmes, que les enfants et les jeunes aient confiance en leurs aînés pour les accompagner dans cette vie-là. Donc ils comprennent que leurs parents sont légitimes pour le faire. Donc il faut que les parents reprennent ce sujet parce que c'est un sujet d'éducation.
comme les autres, ils doivent se sentir confiants sur ce sujet-là. Et les enseignants, ça fait partie aussi de leur rôle. Et ils sont volontaires pour le faire. Et on le voit là sur le terrain, ils accueillent très très positivement les outils qu'on leur met à disposition pour leur faciliter ce travail-là en fait. C'était en effet l'étude McAfee qui date du printemps dernier et qui nous donnait des infos assez précises sur le fait que justement aujourd'hui les enfants et adolescents ne se reconnaissent pas dans les pratiques numériques de leurs parents. Ça jusque-là. Ok, on pouvait s'en douter, mais surtout qu'ils n'ont plus de confiance en un adulte référent pour les accompagner sur ces pratiques numériques. Et c'est là où, justement, la médiation devient essentielle pour pouvoir renouer le dialogue autour des pratiques numériques et de la façon dont on peut toutes et tous réussir à avancer sur cette question. On va revenir dans la deuxième partie de cette discussion, Julie, Axel et Yael, sur cette vie numérique, justement, des adolescents. Pourquoi c'est important de s'y attacher? L'addiction aux écrans, évidemment, mais aussi l'image de soi qui est totalement challengée au collège. Comment est-ce qu'on arrive à répondre à ça sur les réseaux sociaux ou justement à s'en détacher? Les plateformes dont les enfants et adolescents sont les publics favoris, comment est-ce qu'on peut travailler avec elles? Et ce triptyque parents, enfants, enseignants, enseignantes, on en parle dans un instant, mais d'abord on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap d'Edouard Denuot. Just fight the man. Fight him. Fight! Yes. Fight this man! Retour après ces images sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie d'Axel Dessein, directrice générale d'Internet sans crainte. Rebonjour à vous Axel. Bonjour. Et de Julie Lafort. Julie, productrice, mais aussi et surtout aujourd'hui parent d'élève d'Ernest qui est rentré en 6e. Ça tombe bien Julie, puisqu'aujourd'hui on parle en effet de cette entrée en 6e et de la façon dont les écrans vont évidemment accompagner ce saut quantique entre la fin de l'école primaire et le tout début du collège. On est également en plateau avec Gaël Musquet, ça tombe très bien, parce que là, Gaël Musquet a une idée derrière la tech à nous partager. Et Gaël, aujourd'hui, tu nous parles de 3 lettres qui ont beaucoup changé nos vies, qui nous ont donné finalement la possibilité d'être connectés à tout moment, partout et sans contrainte. Le Wi-Fi, effectivement, qui, après la chronique que j'ai pu faire sur le port USB, et l'énergie, le besoin de recharger en permanence nos appareils. Le Wi-Fi, c'est vraiment le symbole de ce besoin compulsif que l'on a souvent de se connecter à Internet. Et donc, sur la pyramide de Maslow dont je parlais tout à l'heure, d'abord charger, ensuite se connecter, le Wi-Fi et d'autres protocoles arrivent
vraiment comme le protocole pour pouvoir accéder à Internet. On dit le Wi-Fi, l'Académie française a tranché. On ne dit pas la Wi-Fi. Voilà, Arrêtez de dire la Wi-Fi, c'est le Wi-Fi. Voilà. Ou ASFI, ASFI en français, pour accès sans fil à Internet. On pense à nos amis québécois. Et comme l'USB, il est né à la fin des années 90, en l'occurrence 1997, où la Wireless Ethernet Compatibility Alliance a drafté, donc fait un brouillon de ce que l'on appelle aujourd'hui encore la norme IEEE 802.11. Et donc, dans ce chapitre 802.11, on a toutes les normes Wi-Fi. Apple a été encore le premier à installer, comme l'USB, ce protocole sur ses iBooks en 1999. Et avant de permettre d'accéder à Internet, le Wi-Fi, c'est avant tout une norme de réseau local. Ce protocole-là, il a été créé surtout pour que nos ordinateurs puissent communiquer entre eux et avec des périphériques qui en ont besoin, des imprimantes, des points d'accès Internet, des véhicules aujourd'hui. Tous ces appareils se parlent en Wi-Fi et on parle même de Wireless Local Area Network, WLAN, en complément du LAN qui nous permettait donc avant de se connecter, mais cette fois-ci de manière filaire, en Ethernet. Absolument. Alors du coup, le Wi-Fi, c'est pas de la magie, ça fonctionne et ça a surtout un process technique à respecter. Comment fonctionne ce réseau, docteur Musquet? 4 modes de fonctionnement. Alors, le plus commun, celui qu'on utilise, c'est le mode infrastructure. Donc, on a un chef d'orchestre. En général, c'est la box Internet de notre opérateur qui va faire le chef d'orchestre pour synchroniser tous les appareils, permettre qu'ils se connectent et entre eux déjà, mais aussi qu'ils accèdent à Internet. Le mode ad hoc, c'est un mode Wi-Fi qui permet de se connecter en pair à pair. Donc, on n'a pas de box. On peut se parler directement entre nous, directement. Et si une des personnes a accès à Internet, eh ben, l'un des appareils, l'appareil qui a accès à Internet, va donner accès aussi à Internet à travers ce mode ad hoc. Le mode pont, c'est un mode de connexion, on peut imaginer entre deux bâtiments, deux pièces ou deux endroits. Mon record à moi, c'est 37 km entre deux îles, entre l'île de Marie-Galante et la Guadeloupe continentale, sur un exercice de tsunami. 37 km grâce à cette connexion Wi-Fi en mode pont. Et enfin, le mode répéteur qui permet d'étendre la couverture du Wi-Fi avec des performances certes dégradées, mais ça permet d'avoir une plus grande zone de couverture. Et ça, c'est important. Est-ce que, et tu nous le disais notamment sur l'USB a eu plusieurs versions en tant que port. Le Wi-Fi, lui aussi, a connu plusieurs versions depuis son arrivée en 1997 ? Tout à fait. On a la norme Wi-Fi 1, donc 802.11b, qui permettait d'avoir des débits crêtes, un peu comme au début de l'USB, de 11 mégabits par seconde. Puis le Wi-Fi 2 est arrivé sur la bande des 5 GHz, contrairement au Wi-Fi 1 qui était sur la bande des 2 GHz et a permis d'avoir des débits de 54 mégabits par seconde. En 2003, on a vu naître le Wi-Fi 3 avec le 802.11g qui permettait d'avoir du 54, mais sur la bande des 2 GHz. 2014, le Wi-Fi AC, 1300 mégabits. 2021, donc le Wi-Fi 6 est né après avoir vu naître le Wi-Fi 5 en 2014. Et on atteint aujourd'hui, en 2021, avec ce Wi-Fi 6, 9 gigabits par seconde. Donc on voit qu'en 20 ans, les débits ont été multipliés par 1000. Ah ben voilà, c'est beaucoup plus clair tout de suite, je me disais aussi. Ce qui permet de voir venir de nouveaux usages. Alors évidemment, plus d'appareils. Ce qu'il faut imaginer, c'est que sur la même bande de fréquence, on a multiplié par 1000 les débits. Ça veut dire que techniquement, on a augmenté l'efficacité de ces différents réseaux grâce à des modulations différentes, à des gestions aussi, les algorithmes de gestion en fait, des utilisateurs différents. Ça permet de faire chuter la consommation, de transmettre plus de débit, d'avoir plus d'usages. Mais comme l'USB, il faut sortir couvert, se protéger. Donc, quelques rappels de principes d'hygiène numérique. On ne se connecte pas à des réseaux Wi-Fi que l'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Si on se connecte et qu'on n'a pas le choix de se connecter sur des réseaux Wi-Fi qui ne sont pas chiffrés, puisqu'il y a des protocoles de chiffrement qui ont été créés, le web, qui a vieilli, qui est daté, on utilise plutôt du WPA2, si possible évidemment, ou des certificats pour chiffrer. Et de la longueur des mots de passe, on encourage même de faire des phrases de passe que l'on va utiliser, de la complexité des certificats, va dépendre la sécurité en fait de l'infrastructure à laquelle on va se connecter. Donc privilégier évidemment à ce moment-là du VPN, donc des réseaux privés
virtuels qui vont permettre de chiffrer dans ces protocoles Wi-Fi les communications. C'est à ce prix-là, malheureusement, on parle beaucoup d'utilisation et ça a l'air simple et transparent que l'on arrive à passer au travers, évidemment, d'attaques et de cyberattaques. Alors évidemment, Gaël Musquet pense toujours en tant que hacker, donc du coup c'est pour ça qu'il nous donne évidemment des exemples et surtout des instructions, des conseils extrêmement pragmatiques pour pouvoir réussir à ne pas se faire hacker ou être plus malin, justement, anticiper l'attaque, c'est encore la meilleure défense. C'est très pratique et c'est très pragmatique et on voulait justement que Gaël puisse donner toutes ces infos-là parce que ça fait notamment partie aussi des programmes de technologie des collégiens qui vont devoir se confronter à toutes ces normes et à toutes ces questions Wi-Fi, USB tout au long de l'année. Ça a l'air très, très, très technique comme ça, mais non. Mais je pourrais, moi, être en contact souvent avec ces enfants. Moi, il y a quelques années, à l'entrée de collège de mon fils, c'est de voir à quel point aussi, sur ces protocoles-là, ils ont de nouveaux usages. Où mon fils, pour bypasser, pour vraiment court-circuiter mes règles d'accès, utilisait le réseau Wi-Fi des voisins. Et donc, les enfants de l'immeuble se passaient les réseaux Wi-Fi, les mots de passe entre eux, compte tenu du fait que le mien soit très complexe et protégé. Donc, c'est aussi ça, malheureusement, qu'il faut parfois gérer, c'est-à-dire sa cellule familiale, mais aussi son environnement et ses voisins. C'est bien le fils de son père, ça ne m'étonne pas. Ça vous inquiète ou ça vous rassure, Axel, de voir justement que des enfants peuvent complètement bypasser les principes instaurés par leurs parents ou même dépasser en technicité, parce que c'est ça aussi aujourd'hui la question à laquelle on est confronté. On a souvent des enfants qui vont être plus en avance de phase sur l'utilisation technologique que ne le sont leurs parents. Alors effectivement, mais il y a différents types de profils parce que l'image aussi de l'enfant un peu geek, le digital native, c'est aussi un peu une légende. Oh oui, c'est aussi une légende. Ils sont pas tous nés. Ils ne sont pas d'ailleurs nés avec les connaissances. Après, ils ont cette aisance et puis la volonté de pouvoir accéder à ce qu'on aime le plus. Donc un réseau social, un jeu, l'écran en général, ça peut amener à découvrir des stratégies et à devenir tout d'un coup expert ou investir une expertise. On aimerait bien les voir investir autant, des fois les maths ou d'autres. C'est bien, on a plein de futurs experts. On a plein de futurs experts en cybersécurité qui vont éclore. Mais plein aussi ne connaissent pas, parce qu'il y a l'aspect technique, mais il y a aussi l'aspect du contenu, la protection des données, ce qu'on peut faire avec sa propre image. Donc ça mérite d'être accompagné. Et là, ils n'ont pas tellement plus de connaissances que leurs parents, ou souvent leurs parents en ont bien plus. Donc ça ne doit pas nous faire oublier les enjeux d'accompagnement. Et on va y revenir justement dans un instant avec la deuxième partie de notre discussion sur Bienvenue les 6e. Mais d'abord, Julie, vérifiez peut-être la connexion Wi-Fi de votre immeuble. Attention, Ernest est peut-être en train de changer de réseau Wi-Fi sans que vous le sachiez. Lui, ça ne dit rien. Oui, non, mais c'est sûr que moi, je suis très, très sensible à tout ce que décrit Gaël, parce que, en fait, je trouve ça personnellement assez effrayant de voir que la disponibilité technologique des outils qui sont, auxquels nos enfants peuvent avoir recours dépasse infiniment la disponibilité qu'on a, nous, en termes de présence auprès de nos enfants. Et comme l'a dit Axel aussi, pour ce qui concerne mon garçon, il a un désir d'écran qui est tel que, en effet, ça peut le rendre très, très stratégique. Donc, ça peut avoir un effet vertueux sur la construction de sa personnalité, tant mieux. Mais ça rend notre travail de parents très difficile. Il nous challenge par là. Et c'est pour ça que je voulais en revenir, en fait, au dialogue et au site Internet sans crainte pour dire que c'est vraiment ce qui me plaît, moi, dans cet outil, c'est que, finalement, nos enfants ont accès donc à des réseaux infinis. Ils ont aussi accès tout simplement au téléphone des copains, dans différents moments de leur vie, et des téléphones qui ne sont pas restreints. Et donc finalement, ce qui compte vraiment, je pense, pour les accompagner, c'est une disponibilité de dialogue et la franchise d'un dialogue dont ils puissent se souvenir dans les moments cruciaux et plus ou moins difficiles peuvent rencontrer dans leur moment d'autonomie. Et ce dialogue, justement, on continue de l'ouvrir et de l'instaurer ici dans l'École du Futur. Le talk, deuxième partie, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Regardez ce qui se passe vraiment dans la vie numérique des ados, notamment pour la rentrée en 6e.
Et on continue justement cette discussion toujours avec Julie Lafort, toujours avec Axel Desaint et Gaël Musquet. C'est vrai que quand on regarde un petit peu plus près la vie numérique de ces ados, et encore une fois c'est d'autant plus particulier sur l'entrée en 6e, on voit une vie, une nouvelle socialisation qui démarre vraiment sur les réseaux sociaux, avec des codes qu'il va falloir savoir maîtriser, mais lesquels exactement, Axel ? Alors, les codes à maîtriser, on est déjà dans peu une évolution de son identité quand on arrive au collège. C'est un cap quand même pour les enfants parce qu'ils vont avoir des comportements sociaux assez différents en primaire. Ils comprennent très vite qu'il va falloir être accepté par un groupe et ça peut les amener à adopter des codes, déjà dans la vie réelle, qu'ils n'adopteraient pas forcément seuls. Sur les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, c'est démultiplié parce qu'ils vont aussi être nourris par les influenceurs. Ils le sont certainement déjà avant. Ils sont beaucoup sur YouTube dès le plus jeune âge. Donc ça va en fait conditionner aussi la manière dont ils vont avoir envie de se présenter, de se représenter. On sait que certains réseaux sociaux véhiculent une image d'hypersexualisation, par exemple. C'est des choix d'algorithme. Il pourrait y avoir d'autres choix. Donc ça donne, ça peut brouiller des repères et amener des enfants un peu influençables à adopter des mauvais comportements. Donc il y a les enjeux d'identité numérique, liés à ça, les enjeux de protection de ces données personnelles. À partir du moment où on est sur les réseaux sociaux, qu'on accède à un service gratuit, on ne se pose pas forcément les questions de qu'est-ce que l'on donne en échange. On donne nos données, qu'est-ce qu'il est fait de ces données, donc déjà auprès du réseau social, et puis dès qu'on partage quelque chose, qu'est-ce que ça devient. Donc il y a des messages en fait très simples de prévention à transmettre. C'est qu'effectivement, à partir du moment où on partage un contenu, il nous échappe, que ce soit une image ou un autre type de contenu. Donc rien que réfléchir à ça avant de poster, c'est un bon réflexe à avoir. Et puis il y a toutes les questions aussi toutes les règles en fait autour du droit à l'image. En fait, un enfant n'est pas responsable de sa propre image. Donc s'il partage l'image d'un de ses camarades, il peut se retrouver, pourquoi pas, avec une plainte des parents, parce qu'on n'a pas le droit. Tous les parents savent, signent en début d'année des autorisations de droit à l'image, mais les règles elles sont les mêmes en ligne et sur les réseaux sociaux. Donc il y a quelques règles comme ça à connaître et qui sont utiles pour toute sa vie numérique, en fait. Absolument. C'est des bases de bonne conduite. Encore une fois, est-ce qu'il faudrait mettre peut-être en place un permis numérique, un peu comme un permis qu'on met en application, notamment pour le vélo, la mobilité douce au moment du collège. Est-ce que ce serait important, ça tient, Gaël, pour, encore une fois, revenir sur les bonnes pratiques, sur cette vie numérique qui va nous suivre tout au long de notre évolution? Sur le domaine dans lequel j'exerce, en l'occurrence sur la cyber, on en avait parlé d'ailleurs ici sur ce plateau avec Clément Domingo, qui est à l'initiative du permis cyber, notamment pour justement bien accompagner ces enfants dans l'usage qu'ils vont faire en fait de leurs différents appareils. Je pense que ça peut permettre d'avoir un cadre, ou en tout cas un socle de connaissances qui permettra à des professeurs, à des pompiers, à des policiers, à des gendarmes, à toutes ces personnes qui sont malheureusement, je mets des guillemets, service après-vente, des dégâts que peuvent provoquer certaines de ces réseaux, etc., ou d'exactions, mais aussi des personnes qui vont être dans l'encadrement, vraiment des tiers de confiance. Moi, je l'ai vu cet été avec des animateurs, des animatrices qui sont en contact de ces enfants et qui auront une parole qui portera beaucoup plus qu'un parent ou qu'un professeur. Donc, c'est très intéressant au travers de la notion de permis. Moi, j'y suis favorable parce que ça permet d'avoir un temps réservé, bloqué, où on a tous les acteurs de la pédagogie ou de l'encadrement de ces enfants qui sont autour d'une table et qui leur expliquent, qui leur apprennent et qui servent aussi de relais auprès des familles. Moi, c'est souvent ce qui manque dans ces moments de crise. C'est qu'on n'avait pas vu, certains avaient vu, mais pas forcément les personnes, certaines n'ont pas osé aussi en parler aux parents parce qu'ils pensaient que ça allait créer un conflit. Toutes des questions qu'on se pose, jusqu'où on va, où est le curseur. Donc très important à travers ces petits moments, ces petits socles, comme le permis de conduire, d'avoir aussi ces temps réservés. Donc ramener l'ensemble des acteurs éducatifs autour d'une même table et puis toute finalement la chaîne, les professions qui vont être mises en action par le dépassement d'une activité numérique, par le fait, typiquement si on reprend l'exemple de la plainte pour utilisation de droit à l'image qui justement n'aurait pas été respectée. Dans ces cas-là, on fait aussi prendre conscience de façon très pragmatique, très concrète à l'enfant de l'impact qu'une action numérique peut avoir dans la vie réelle. Tout à fait. En fait, c'est vraiment important qu'ils puissent voir
que leur vie en ligne, elle a des impacts très concrets dans la vie réelle. Quand on a des paroles malheureuses, ça blesse réellement une personne, et si c'est répété, ça peut amener à des comportements dépressifs, suicidaires. Quand on poste une image de soi, elle peut circuler, elle peut être récupérée par des personnes malveillantes. Quand on est dans des espaces qui ne sont pas réservés aux enfants, on peut se retrouver en contact avec des adultes qui, eux aussi, sont malveillants. L'idée n'est pas de faire peur, mais juste d'être au courant pour savoir aussi, justement, adopter les bons réflexes et savoir comment se comporter face aux différentes situations. Julie Ernest a conscience de ces risques numériques aujourd'hui, même si, encore une fois, on ne veut pas forcément noircir le tableau, mais ça fait aussi partie de la vie numérique qu'il va aborder. Oui, je pense qu'il en a conscience, mais ça suppose vraiment d'avoir des discussions régulières et très franches. Ça peut se poser, par exemple, sur le sujet de la pornographie, moi, que je trouve quand même aussi très, très, très concernant et assez effrayant. Et typiquement, c'est une discussion qu'on a eue ensemble qui m'a permis à moi de prendre la mesure du problème, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des sites pornographiques qui sont accessibles gratuitement, immédiatement, à tous les enfants, quel que soit leur âge, puisqu'il suffit juste de cocher la petite mention marquée « Je certifie avoir plus de 18 ans ». Et ça, je trouve que c'est absolument effrayant parce que en fait, ils ont accès à une très, très grande violence et j'avoue que moi, j'en avais pas conscience jusqu'à récemment et jusqu'à découvrir que l'âge moyen d'exposition à la pornographie, aujourd'hui, il est de 11 ans. Qui est exactement l'âge d'entrée en 6e. Alors, justement, il y a tous ces risques justement numériques. Il y a aussi l'effet de se dire qu'on est en train... C'est un moment crucial pour la construction de la personnalité. Et quand on va justement... Enfin, quand le smartphone, en gros, remplace le miroir, comment est-ce qu'on arrive à pouvoir justement développer son soi, le fait aussi de pouvoir asseoir sa socialisation avec les autres enfants, les autres ados et les adultes autour de nous. Là aussi, il y a des conseils très pragmatiques que vous donnez dans Bienvenue les 6e. Oui, on a vraiment essayé d'aborder tous ces enjeux, mais avec des conseils assez simples. On a mis en place justement un outil que les parents peuvent imprimer chez eux ou quand ce sera utilisé en classe via nos ateliers à distribuer aux élèves, avec vraiment 5 conseils à retenir. Voilà, c'est pas la peine de les noyer sous trop d'informations. Après, ce qui est difficile autour de cette identité numérique, c'est qu'elle se construit aussi en dehors du parent. C'est important aussi d'accompagner cette transition et les enfants aussi ont besoin de s'affranchir des repères familiaux. Donc il faut aussi savoir préserver leur jardin secret quelque part, leurs réseaux sociaux, leurs comptes alors privés qui sont parfois exposés et partagés avec des centaines de personnes, sont finalement les nouveaux journaux intimes aussi. Donc il faut trouver ce juste milieu, il faut trouver cet équilibre et surtout convaincre les parents que l'enjeu est vraiment de les accompagner dans leur autonomie numérique et pas être trop dans le contrôle, pas être trop dans l'interdiction. C'est sûr que c'est tentant, surtout quand on a peur. Alors comme l'évoquait Julie, effectivement, face à la pornographie, il faut poser des interdits et peut-être s'aider d'outils techniques type contrôle parental parce que ça a des effets traumatisants d'être exposé trop jeune à de la violence, de la pornographie, mais plutôt d'être dans une gestion de l'équilibre et d'accompagner en préservant aussi leur propre construction. Ouais, et trouver le bon curseur en fonction du sujet et du risque numérique qu'on est en train de traiter, Gaël. C'est vraiment ce dialogue qui m'a permis justement de découvrir que les Wi-Fi des voisins étaient moins protégés. Sur ce rapport que j'ai aussi avec mes enfants, c'est le dialogue qui leur a permis aussi de venir me voir en me disant qu'ils avaient vu quelque chose qui les avait choqués. Et on a peut-être parlé beaucoup de choses anxiogènes, mais c'est aussi à travers ce numérique-là aussi que certains enfants peuvent découvrir des activités positives, découvrent aussi des manières de briller ou d'exceller. J'ai des exemples dans la ville où j'habite, de Vernon, où des stages citoyens ou des chantiers jeunes cet été ont permis de vous découvrir les capacités athlétiques de certains, ou l'engagement, ou le leadership. Les voir aussi à travers ces chantiers jeunes aller sur des stages de surf ou pouvoir voyager, avoir accès aussi à des réductions pour passer le permis de conduire. Bref,
tout ça, quand c'est aussi mis en musique par les collectivités, parce qu'on parle beaucoup de la cellule familiale, de l'enfant, des parents, mais ces enfants-là se construisent aussi dans un environnement avec une certaine... des voisins, l'école, etc. C'est important aussi, et on le voit quand l'entourage, quand les adultes, l'ensemble des adultes arrivent à valoriser ces jeunes à travers ces réseaux, les maîtrises aussi, c'est aussi notre rôle de maîtriser aussi ces réseaux. On les aide à s'accomplir, ou en tout cas à en faire bon usage et à promouvoir des activités positives. Ça veut dire quoi, que c'est une véritable coéducation à impulser, notamment sur ces questions-là ? C'est essentiel que le discours soit cohérent entre ce qu'ils vont entendre effectivement à l'école, mais aussi dans leur lieu de vie, que ce soit les clubs sportifs, tous les espaces de l'éducation populaire aussi, les centres de loisirs, etc. Et ce qu'ils vont entendre à la maison. Donc c'est pour ça qu'on était dans cette opération Bienvenue les 6e. On a voulu que ce soit un peu une opération à 360 degrés, avec des outils pour les familles, des outils pour les enseignants, pour les aider aussi, parce qu'on n'a pas forcément, il y a la volonté, il n'y a pas forcément le temps, il n'y a pas forcément les connaissances. Donc on a essayé de proposer un peu un atelier clé en main en se disant si en 1 heure vous avez du temps pour faire de la sensibilisation, et avec des messages qui sont communs et avec voilà, les mêmes conseils à donner aux jeunes. Et on travaille nous très étroitement avec l'éducation nationale, avec des acteurs comme le Clémy, la CNIL, pour s'assurer aussi d'avoir un discours commun, parce que sinon on brouille les pistes et puis personne s'y retrouve. Les enseignants qui participent justement à l'opération Bienvenue les 6e, ils viennent avec les mêmes interrogations que les parents, ou ça diffère un peu ? Non, c'est souvent les mêmes interrogations. Ils ont les mêmes constats. Ils ont les constats aussi d'enfants fatigués, avec des problèmes d'attention. Et ils voient souvent un lien avec les écrans. Et voilà, ils ont le même diagnostic et ils ont un peu la même aussi impuissance. Alors parfois parce que ça sort de leur champ de compétences, de leur disponibilité, mais ils ont en tout cas la volonté d'accompagner ces jeunes. En tout cas, nous, on a des retours très positifs sur notre démarche. Et cet accompagnement, il se poursuit tout au long de cette rentrée et de l'année, même scolaire, avec Bienvenue les 6e. Vous pouvez retrouver évidemment toutes les informations et les conseils justement d'Internet sans crainte sur le site d'Internet sans crainte, avec ce hashtag qui est bien plus qu'un hashtag. Julie, je voulais vous donner le mot de la fin. Bienvenue les 6e, ça va être tout au long de l'année évidemment. Est-ce que vous avez des objectifs d'ici la fin de l'année pour Ernest, pour justement qu'il acquiert son autonomie numérique ? Oui, bien sûr. L'objectif de pouvoir progresser, le faire progresser en fait dans son sens des responsabilités pour pouvoir lui donner de plus en plus satisfaction justement sur des activités positives via les écrans. Les écrans qui peuvent justement aussi, quand on veut les regarder d'une autre façon, aider justement à asseoir cette autonomie et à entrer de plein pied dans cette vie numérique. Merci infiniment Julie d'avoir été avec nous en duplex. Merci Axel comme toujours. Merci à Gaëlle Musquet, bien évidemment, pour ses conseils d'hygiène numérique et pas que. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un autre numéro de l'École du Futur.